Bien. Merci beaucoup d'être là, Ahmed. Et voilà, vous êtes parmi des étudiants, des anciens étudiants de la licence professionnelle d'encadrement d'atelier, des étudiants... Licence professionnelle d'encadrement d'atelier. D'accord. Voilà, c'est une formation continue pour les comédiens, pour les enseignants, pour les animateurs. Et il y a les étudiants aussi de la promotion de cette année. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont très intéressées par tout ce qui concerne l'encadrement d'atelier, le théâtre-éducation. Marco Consolini qui est là, qui est le directeur de la licence professionnelle, et professeur à l'Institut théâtral. Gisèle Barré, qui a été professeur très très longtemps ici à l'Institut. Voilà. Et donc, je me permets de vous présenter un petit peu. Voilà. Donc, Ahmed Madani, metteur en scène, écrivain, directeur de troupe. Il est directeur aussi, à un moment donné, du centre dramatique de l'île de la Réunion. Oui, il a beaucoup travaillé avec l'océan Indien. Dont nous avons été voir, enfin certains, pas parmi nous, nous sommes allés voir Flamme, et nous sommes allés voir aussi, j'ai rencontré Dieu sur Facebook. Ouais, très bien. Voilà, à la MP2A. Et donc je vous avais rencontré à la MP2A, d'ailleurs dans le cadre d'une rencontre sur le théâtre amateur, et j'avais trouvé intéressant de vous inviter ici pour ce travail que vous faites, qui est pour... pas mal de créations que vous avez faites, qui sont des rencontres avec, alors je ne sais pas comment vous les appelez, des amateurs. Quand vous avez travaillé, par exemple, avec Méfiez-vous de la pierre à barbe, vous avez travaillé avec des enfants. Quand vous avez travaillé sur Flamme, vous avez travaillé avec des femmes qui n'étaient des non-acteurs ou comédiennes. Voilà. Des personnes. Voilà. Et donc... des êtres humains. Voilà, des êtres humains. Voilà. Et donc, moi, ça m'intéressait particulièrement de savoir comment vous travaillez dans cet entre-deux, entre un théâtre professionnel et puis ce théâtre engagé avec des humains. Et comment vous les engagez dans ces parcours de production, comment vous gérez tout ça, comment vous recrutez les personnes, comment vous les engagez là-dedans, etc. Voilà, donc je trouvais que c'était une expérience à partager, à découvrir avec vous. Bon, alors, que vous dire là-dessus, c'est pas une pratique nouvelle. En fait, moi-même, j'ai pas eu de formation professionnelle dans le métier du théâtre, puisque je viens de ce qu'on appelait le théâtre amateur, où donc on était une bande de copains. On a décidé à un moment donné de fonder une troupe professionnelle de la troupe amateur existante. Et donc, depuis très longtemps, en fait, j'ai pratiqué des ateliers, voilà, comme ce que vous faites sans doute, où je rencontre des personnes, et puis voilà, on crée à la fin de l'année un spectacle. Et il y a peut-être 7-8 ans, je décide de revenir, enfin, avec un autre point de vue sur ce type de travail que je savais faire, et que font beaucoup d'acteurs, d'actrices, de metteurs en scène. Voilà, on arrive dans une classe, dans un groupe, on va diriger des personnes, et puis on va monter un spectacle. Et donc en 2012, je me suis... alors que je revenais donc de ce centre dramatique que j'avais dirigé, où j'avais des expériences très intéressantes, et où je me retrouvais dans la situation de soit je continuais à travailler dans le réseau national, qui était celui des scènes nationales, des centres dramatiques, et de faire des spectacles, dans le fond assez formatés en fait, et puis voilà, qui correspondaient à l'esprit de ces lieux, soit je m'engageais sur une aventure un peu plus perso, et qui sortent un peu des sentiers battus, et qui consistait à rencontrer des personnes, à me nourrir de leur savoir-être, et puis à envisager la création de spectacles. En fait, des spectacles qui sont pas entièrement des spectacles, c'est-à-dire qui sont, bien sûr qu'il y a une facture
de mise en scène, d'écriture, qui fait que on est comme ça se joue dans une salle de théâtre, et puis ça se joue, j'ai bien dit le mot, ça se joue. Mais en même temps, il y a, comment dire, une espèce de relation très particulière qui va se nouer entre les personnes et moi, qui est une relation fondée d'abord sur la confiance, qui est de dire, bah voilà, moi j'aimerais bien parler avec vous, j'aimerais bien que vous me donniez votre point de vue sur tel ou tel sujet. Je considère que vous en savez plus que moi. Par exemple, lorsque je mène l'aventure Flamme, qui est mettre en scène 10 jeunes femmes qui habitent dans les quartiers populaires d'Île-de-France, je leur dis, je connais pas grand-chose aux femmes. Je suis un homme, bien sûr, j'ai une fille, j'ai une mère, j'ai une femme, bon, très bien. Mais il y a probablement des choses que vous savez qui m'intéresseraient de comprendre et dont on pourrait débattre. Donc ça s'engage comme ça. Et puis il y a un certain climat qui s'installe entre nous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de théâtre. En vérité, on fait très peu de théâtre. Parce que ça dure très longtemps, la parole est changée, le dialogue, à bâton rompu sur plein de sujets, de façon, je dirais, singulière et collective. C'est-à-dire qu'on passe par une personne à qui je vais poser une question, et puis elle va me répondre à cette question, et puis ce qu'elle va donner comme réponse va pouvoir susciter les commentaires des autres personnes qui sont présentes. Donc ça commente, et ça devient transversal en fait, la discussion, elle peut totalement s'élargir, aller dans plein d'endroits. Et puis, je passe à une autre personne où je repose à peu près la même question. Elle va donner un certain nombre de réponses. Et toute la communauté qui est réunie là se met à parler, à échanger. Et quelquefois, ça part dans des endroits qui n'étaient pas ceux de la question posée. Et on rentre dans des endroits d'une grande intimité qui sont très profonds, puisque là, on parle de sa vie, de sa famille, de son père, de sa mère. Et ça fait, comment dire, il y a un phénomène de catharsis qui se met en place au sein des protagonistes, puisque une parole en entraîne une autre, et on se trouve confronté à une difficulté, c'est-à-dire comment de cela faire théâtre. Et c'est jamais au début de ces échanges que la notion de faire théâtre de ça apparaît. C'est d'abord se connaître, et je dis souvent d'ailleurs, ça me l'est rappelé régulièrement par les jeunes femmes avec qui je travaille sur des spectacles, je dis en fait, la rencontre que vous faites avec moi, c'est d'abord une rencontre avec vous-même. Parce que forcément dans ces échanges, à un moment ou à un autre, l'engagement individuel profond, il est nécessaire. C'est même une des clauses du contrat. C'est-à-dire on ne peut pas engager un projet avec moi, quand on est dans ce dispositif, hein, bien sûr, si on ne va pas un peu mettre ses tripes sur la table et aller dans des endroits douloureux ou bien très joyeux. Voilà, et on en fait le récit. Et c'est un récit qui est partagé. Et ça procède d'une dynamique du don et du contre-don. C'est-à-dire que moi, je peux raconter une histoire, et puis en face, on va m'en raconter une autre, et puis quelqu'un va en raconter une autre, et les histoires s'échangent. Donc c'est plutôt intéressant, c'est même, on pourrait se perdre dans ces histoires, parce qu'il y en a tellement. Et vient le moment où il va falloir trouver la manière de rendre compte de tous ces récits et de leur donner une espèce de cohérence, un fil conducteur. Ça, c'est la partie, je dirais, de l'écrivain, en fait. Et le metteur en scène va pouvoir accompagner par moment, là où il y a une faille dans l'écriture, où c'est difficile d'avancer dans l'écriture, on va passer, alors là, on va pouvoir passer, je sais pas, alors qu'on était ensemble à parler comme on pourrait être là, c'est-à-dire que là les paroles s'échangent, à un moment donné on va sur le plateau et puis je vais donner une idée, je vais dire
je sais pas, dessine-moi ta mère. Alors qu'on a parlé pendant des heures et des heures des mers, dessine-moi ta mère par un mouvement dans l'espace. Donc là, on est dans le jeu, et le dessin de la mer ne doit pas être quelque chose de réaliste, parce que je leur demande vraiment d'aller vers une symbolisation, de faire travailler leur imaginaire, et du coup, on aura une dimension qui va être dans le corps très imaginaire, très sensible, et puis dans les mots, quelque chose peut-être qui va être très fort, très, très blessant, très touchant, parce qu'on va raconter une relation qu'on a eue à un moment donné de sa vie, qui pouvait passer par des étapes de grande douleur, où il fallait dépasser ces instants. Alors que quand on va être dans la représentation, on pourrait avoir la représentation d'une forme de douleur, ou d'une rigidité de la mère, par exemple. Comment est-ce qu'on va représenter cette mère psychorigide, entre guillemets, mais qui ne soit pas dans une dimension, si elle est grosse, on ne va pas faire ça, parce que ça va être trop facile de faire ça. Donc on va trouver, on ne va pas faire le rapport physique, on va faire un rapport dans l'imagination, et là, à partir de ce moment-là, dans le travail, on va comprendre que tout ce qu'on a pu recueillir comme matériaux, très importants, presque factuels, de récits, tout ça, il va falloir qu'on parvienne à faire une transposition par la poésie, par l'écriture, par le mouvement, par la danse, par la manière de dire le texte. Et cette étape-là, elle va apparaître au moment où on aura accompli déjà une espèce de temps assez long pour s'apprivoiser, pour se connaître, et qui va, moi, me permettre, en tant qu'auteur, de revenir vers telle ou telle personne à partir de quelque chose qu'elle m'aura énoncé, et je vais le transposer, je vais faire référence à d'autres récits, d'autres histoires. Et en fait, dans une seule histoire, il peut y avoir une multitude d'histoires, parfois, parce que comme ça dure tellement longtemps, ces temps où on parle, sans être allé sur le plateau, sans forcément chercher à le faire, il y a trop d'histoires, il y a trop de mots. Et donc, du coup, là, je suis obligé de me retirer. Et je cède, par exemple, le temps de travail à des collaborateurs qui peuvent être, je sais pas, un maître chanteur qui va venir, on va travailler le chant. On ne sait pas pourquoi on travaille le chant. En fait, on travaille le chant parce que ça va aider au moment où on va passer à l'acte, parce que le chant, c'est la voix. C'est aussi le placement dans l'espace, c'est aussi son corps. Et donc, du coup, c'est aussi une rigueur. Parce que quand on chante, il faut savoir se tenir. Puis là, il y a les gens qui sont très techniciens, qui travaillent avec moi, font vraiment un boulot, oui, vraiment, où ils vont mener les personnes dans quelque chose de très intime, parce que le chant, évidemment que ça renvoie à une profondeur, à une sensibilité de soi. Et du coup, on va se retrouver ensemble, moi qui ai un peu remué toute la vie personnelle, et puis la personne qui va faire le chant, qui elle va creuser le point sensible. Il y a un point d'ancrage dans le corps, de sensibilité d'une émotion qui peut apparaître sur une chanson, ou bien un travail choral, etc. Et de la même manière, on procède pareil avec quand il s'agira par exemple de danser. Avec Flamme, à un moment donné, dans les rencontres que je faisais au départ, pour trouver un peu l'équipe qui allait faire ça, j'étais embarrassé, j'avais pas mal de filles, une quinzaine environ, il fallait que j'en garde 10. Et il y avait vraiment des personnes, j'avais pas percé, je trouvais pas l'entrée avec elles, et j'ai eu cette petite idée, j'ai dit, écoutez, vous prenez votre portable, vous mettez une musique que vous aimez, et franchement, vous allez le plus loin possible dans l'expression de votre corps avec cette musique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pu repérer des sensibilités que les mots n'étaient pas parvenus à me transmettre, parce que cette personne-là ne parvenait pas elle-même à dépasser un certain seuil de dévoilement, qui va s'opérer pendant le travail, pendant plusieurs semaines, parce que là on va devenir vraiment compagnons et compagnes de route, et du coup le dialogue peut s'établir. Et à ce moment-là, dans le rapport au corps,
ça peut être assez frontal, assez rapidement en fait, plus que par les mots, parce que le corps va dire d'autres choses que les mots diront. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette... Alors, est-ce que c'est une méthode de travail? Je ne sais pas vraiment si c'est une méthode de travail. C'est peut-être une manière d'aborder le théâtre différemment de ce que je pouvais faire à d'autres moments. C'est-à-dire que le côté, entre guillemets, très professionnel, c'est-à-dire se placer sur une scène, placer sa voix, parler d'une certaine manière, articuler d'une certaine manière, intérioriser d'une certaine manière, et qui est le savoir-faire vraiment des gens du métier, des gens qui font des écoles, etc. Ce savoir-faire, je le balaye et je laisse apparaître plutôt le savoir-être. C'est-à-dire que je vais chercher dans la personne quelque chose qui n'est pas une technique de théâtre. Et parce que la technique est souvent un frein. Et j'ai eu affaire parfois à des gens qui avaient vraiment du talent, enfin je veux dire très bon, mais dont je parvenais pas à percer la carapace. Parce que la carapace, parfois, elle est très balisée, on va être à un endroit du jeu, on va pas être à un autre. Et c'est vrai que quand les professionnels viennent voir le spectacle, les acteurs j'entends, et actrices, quand ils viennent voir, ils sont un peu étonnés, dans le fond, d'une certaine profondeur que les interprètes ont sur la scène. Pourquoi? Mais parce que, en fait, ils ne jouent pas. En fait, moi, je leur demande de ne pas jouer. De jouer le moins... Dès qu'ils se mettent à jouer, je leur dis, mais c'est pas intéressant parce que tu joues, tu fais du théâtre. Et donc, à chaque fois que ça se produit, je casse le théâtre. Et en vérité, plus profondément, je crois qu'ils font vraiment du théâtre. À la fin, ils font vraiment du théâtre. Ils sont plutôt dans une quête de non-jeu que dans une quête de jeu. Et cette chose-là, c'est la plus intéressante dans le fond, parce que moi, ça m'interroge sur mon métier. C'est-à-dire, moi, je me définis souvent comme un directeur d'acteurs et d'actrices. Je sais faire apparaître le personnage, tout ça. Mais là, franchement, parfois, je suis totalement épaté de la force de la maladresse. C'est-à-dire que la maladresse devient assez poétique dans le fond. Et je vous invite, franchement, si j'avais un truc à vous dire, c'est quand vous travaillez avec des gens que vous avez en atelier, des jeunes, des moins jeunes, il ne faut pas les faire jouer. Enfin, il faut essayer de les prendre dans leur nature la plus simple qui soit. Et je fais un exercice. Qu'on pourrait faire d'ailleurs. Est-ce que je dois avoir une feuille? Je fais un exercice qui est tout le temps le même. Ah oui, tiens, vous avez envie qu'on fasse? C'est un exercice de base sur comment, en fait, on peut attraper le jeu. Alors, le jeu, il s'écrit J-E-U, mais il s'écrit aussi je, J-E. Et c'est par le jeu J-E qu'on rentre dans le jeu J-E-U. Et cet exercice, je le donne pratiquement systématiquement à ces personnes que je rencontre, quel que soit leur âge. C'est très simple, c'est un travail de lecture. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie d'essayer? Tout bêtement. Bien sûr. Ouais. François. Vous le connaissez bien, votre collègue? Hein? Vous le connaissez bien, François. François, tout le monde le connaît bien. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Bon, d'accord. Non, mais c'est très très important parce que moi je te connais pas, je vous connais pas, et en fait, je pensais qu'on allait tous le faire. Ah non, mais ça va être trop long si on le fait tous. Bien sûr. Oui. Non, mais là franchement, ça va durer trop longtemps. Non, mais c'est formidable comme. C'est un tout petit jeu, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais bon, peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui pourront le faire. Alors, vraiment, c'est un jeu qui va vous demander de faire quelque chose. Voilà, donc j'ai un texte là, que je vais vous donner. Bien sûr, ce texte, il n'est pas inventé,
il est écrit. L'exercice est un peu délicat parce que je ne vais pas vous demander de lire le texte, je vais vous demander de me le raconter, de nous le raconter, de le dire. D'accord ? Mais avant, je vais vous poser une question. J'aimerais bien que vous me racontiez un souvenir d'enfance aux environs de, je sais pas, 8-10 ans par exemple, à l'école, un souvenir qui vous aurait marqué particulièrement. Un souvenir, voilà, quand je vous pose la question, vous cherchez, puis vous dites, ah ouais, ça je m'en rappelle. Vous en avez trouvé un ? Ouais, bon voilà. Donc voilà, ce souvenir, vous n'allez pas me le raconter comment, vous allez le raconter à tout le monde, en cherchant à l'adresser, c'est-à-dire vraiment à le parler à tout le monde. En disant voilà, comme je fais là, en toute simplicité. Vous allez parler un peu fort comme moi, puis c'est tout. Hein. Mais à part ça, vous racontez votre histoire à tout le monde et vous remettez. Vous cherchez les détails un peu dans ce truc-là. Vous cherchez un peu l'ambiance, les détails, comment c'était, etc. Et vous nous emmenez. Nous, on va partir avec vous dans votre souvenir. On va voyager avec vous dedans. François, est-ce que vous vous rappelez de quelque chose qui vous a marqué quand vous étiez à l'école vers 8-10 ans ? Oui, précisément. Je me souviens très bien d'un souvenir. C'était le début des patins roulettes très mauvaise qualité, avec des petits trous noirs que beaucoup n'ont pas connus, parce qu'ils sont très jeunes ici. Donc ça marchait pas très bien, et en plus je vivais dans une petite ville de Haute-Savoie, et donc il y avait beaucoup de gravier, donc c'était encore plus compliqué. Il fallait attacher avec des lanières, tout ça. Et évidemment, je n'avais pas le droit, en fait, j'avais le droit de rester vraiment autour de chez moi. Alors évidemment, il n'y avait même pas de goudron, rien. Et moi, je rêvais que d'une chose, c'était de partir sur la route avec mes patins à roulettes, et notamment d'aller à l'école avec mes patins à roulettes. Ce qui m'était totalement interdit, j'avais déjà demandé, c'était complètement interdit. Et donc un jour, j'ai mis mes patins à roulettes dans mon sac, et je suis parti de chez moi en disant à ma mère que je partais comme ça à l'école à pied. Et j'ai mis mes patins à roulettes pour aller jusqu'à l'école. Et donc je suis super content, quoi. Je suis comme quand on a sa première automobile ou son premier vélo. Et je fais du patin à roulettes sur la route. Et je me souviens, je traverse une passerelle parce qu'il fallait traverser une petite rivière pour arriver à l'école. Je traverse cette passerelle. Et là, j'avais vraiment réussi quelque chose, je m'en souviens pertinemment. Et là, à ce moment-là, ma mère arrive en voiture. Et j'ai eu une des plus grosses fausses de ma vie. Voilà. Trop bien. Vous avez bien écouté son histoire, hein, et vous avez bien écouté comment il nous l'a raconté, hein. D'accord ? Bon, voilà, moi je l'ai écouté, je vois tout de suite un peu l'énergie dans laquelle il est. Alors maintenant, je vais vous donner ce texte, et votre exercice est le suivant. C'est-à-dire que ce texte est voilà, votre histoire, elle était où au départ ? À Bonneville. Oui, mais je veux dire, là, quand vous l'avez racontée, elle venait d'où ? Elle venait d'où ? Oui, dans votre corps, elle était logée où, cette histoire ? Dans mes mains, dans ma tête. Et elle est sortie par où ? Par la bouche, par les yeux. Voilà, ok. Par la bouche, par les yeux. Oui, on a bien vu tout ça. Maintenant, l'histoire qui est là, elle est logée où, à votre avis ? Cette histoire-là ? Pour l'instant, Non, mais là, c'est concret. Elle est où, elle est l'histoire ? sur un papier. Elle est sur un papier, ok ? Donc, elle est là-dessus, l'histoire, d'accord ? Donc, je vais vous demander de prendre l'histoire qui est sur le papier, d'accord ? De la faire rentrer par vos yeux, parce que vous en aurez besoin, c'est indispensable, de la faire rentrer là dans le corps et de la faire ressortir par la bouche. Ok ? C'est hyper simple, hein ? Vous faites tout ce mouvement-là. Mais il ne faut pas la lire. Il faut la raconter comme vous avez raconté la vôtre. Donc, vous aurez droit à... Il faut être précis dans le texte, parce que ça, c'est très important de dire les mots qui sont là. Ok ? Et vous aurez droit, dans ça, à faire des petits
comme ça. Enfin, voilà, des espèces d'onomatopées qui vont accompagner votre récit pour montrer que vous allez être dans une hésitation, parce que vous vous rappelez pas bien, parce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. En plus, votre histoire, elle est assez intéressante. Elle ne rejoint pas totalement celle-ci, mais il y a des éléments qui la rejoignent parce que, justement, le contexte fait que 8-10 ans, voilà. Donc, voilà, moi, je vais vous inviter à ça. Donc, vous ne connaissez pas le texte, vous allez le découvrir, donc c'est une partie difficile pour vous, qui êtes le premier, si jamais il y en a d'autres qui veulent le faire, qui est une partie difficile, puisque... quand vous l'aurez raconté l'histoire, tout le monde va la connaître. Donc ce sera à moitié fichu. Mais moi, ce que je veux vous demander, c'est que, pas à pas, vous allez rentrer dans un récit que vous ne connaissez pas, et vous allez uniquement vous mettre dans la position de François, qui vient de nous raconter son histoire de patin à roulettes. Rien de plus. D'accord? Alors, vous avez vu l'adresse que vous avez faite. Donc il faut l'adresse. Alors, vous allez être embêté parce que là, dans ce jeu-là, il va falloir regarder de temps en temps le papier ou pas mal, etc. Donc, vous pouvez suivre avec votre doigt, vous mettez le doigt comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir vous repérer dedans, dans le texte, ligne par ligne. Et puis, vous avez à convaincre tout le monde. En fait, c'est ça. Enfin, vous avez à convaincre d'une certaine manière, pas vraiment, puisque si vous nous emmenez dans votre monde, dans votre récit, vous n'avez à convaincre personne. Moi, j'ai totalement cru à ce que vous m'avez raconté. Complètement cru. D'accord ? Alors, je vais vous dire action. D'accord. Alors, là, dans ce moment-là, il y a quelqu'un qui dirige la lecture d'une certaine manière, mais en fait, nous sommes tous des directeurs de lecture. Pourquoi? Parce que ce que je vous demanderai, c'est simplement, quand François ne vous parle pas, ne s'adresse pas à vous, et que vous remarquez qu'il est en train de faire du théâtre, ou qu'il est en train de lire trop, etc., bah, vous lui dites, François, non, là, je te crois pas, tu es en train de lire, c'est pas vrai, c'est pas toi. Ok? Donc je mets mon doigt sur... Oui, bah, c'est juste pour vous aider, hein. Donc, quand j'avais 8 ans, mon père s'est fait opérer du cœur. Il avait eu un infarctus dans la rue à 10h du matin. Est-ce que vous le croyez? J'arrête tout de suite parce que moi, il est totalement pas là, hein. Vous êtes d'accord, hein? Il est totalement pas là. Non, Alors, voilà, donc il faut absolument pas essayer de composer quoi que ce soit. C'est-à-dire, il faut être le plus François possible. C'est vraiment. Donc c'est pour ça. Il parle quelquefois, François, vous l'entendez parler ou pas? Ah oui, toujours. Donc, c'est très posé. Ce que je veux dire, c'est que vous connaissez sa manière de parler. En fait, là, ce qui nous intéresse, c'est juste la manière de parler de François avec une histoire qui n'est pas lui. Alors, il faut réattaquer avec le tonus qu'il y avait quand vous avez démarré l'histoire et vous avez dit quelque chose là. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? C'est-à-dire voilà, vous êtes en face de lui, vous allez l'aider. Je vais vous dire comment vous allez faire. Il faut le relancer. Donc vous dites tout simplement... et alors, ton père? Oui, c'est ça. Et alors, il s'est passé quoi? Et donc du coup, là, c'est un peu un jeu de questions-réponses. Questions-réponses. Mais il faut le lancer au début, il faut lui poser la question. François, est-ce que tu as une histoire de nous raconter quand tu avais 8 ans, par exemple? Tu te rappelles, entre 8 et 10 ans? C'est un peu ce que j'ai posé tout à l'heure. Mais cette fois-ci, au lieu qu'il réponde avec sa propre histoire, il va raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est là qu'on est dans le théâtre. Enfin, à mes yeux, c'est là qu'on est dans le théâtre. François, tu peux nous raconter un souvenir d'enfance? Quand j'avais 8 ans, mon père... Ton père, alors? Oui, ton père. Mon père s'est fait François. opérer du cœur. Oui. Qu'est-ce qu'il a eu? Alors là, c'est... Oui, c'est répondu. Il a eu un infarctus. Il a eu un infarctus. J'ai du mal à dire le mot. C'est bien, il faut le garder. C'est Voilà, parfait. il a eu un infarctus. Un infarctus. Dans la rue à 10h du matin.
j'habite dans un petit village où il n'y a pas d'hôpital. Et heureusement, il y a des voisins qui l'ont pris qui l'ont conduit à l'hôpital le plus proche. Où ça? Alors c'était à Vanves. Ah non, on n'a pas le droit de dire Vanves. Hein. Ouais. Non, il faut être dans le texte. Ouais. Hein. Alors, c'est pas grave si la question est pas bonne, c'est pas grave. Hein. Ouais. C'est pas grave. Là, le truc, c'est que il faut répondre à côté. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, il faut aller dans le cœur du texte. Et donc les voisins? Ils l'ont pris, ils l'ont conduit à l'hôpital le plus proche. Quant à moi, je me suis rendu compte de rien. Non, quant à moi, je ne me suis rendu compte de rien. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je ne me suis rendu compte de rien. Ouais. On continue. Mais toi, tu l'as vu, tu étais sur place. Non, j'étais à l'école. À la récréation, j'ai joué avec mes copains et je me suis bien amusé. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui sur l'amusement? Il nous a raconté quelque chose tout à l'heure qui était... Ouais, patin à roulette. Oui, tout ça. Donc, là, il faut convoquer tout ça. C'est-à-dire que là, ce que vous nous avez raconté, là, c'est quand même les patins à roulettes, la mère qui surgit, l'envie de faire ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Relancez-le sur la question. Elle était très bien. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Mais t'étais à l'école. C'était où? T'étais où à ce moment-là? J'étais à l'école, j'étais en récréation et je m'amusais avec mes copains. Ah ouais. Le patin à roulette. Mais c'est bien, parce que ça arrive. Il faut continuer là, c'est bien. Mais c'était quand même une journée bizarre, vu que je suis resté manger à la cantine. Et tu n'y restais pas d'habitude, non? Ce jour-là, je suis resté à la cantine. Ah d'accord. C'est à cause de ça que tu es resté à la cantine, normalement, tu sortais midi. Il faut retrouver Mais j'ai trouvé ça étrange parce que ma mère... Voilà. Là. Ouais. Continuez. Parce que ma mère est femme au foyer et elle me laissait jamais manger à la cantine. En plus, à la sortie, c'est ma tante qui est venue me chercher en voiture. Ouais. Ma tante n'habite pas dans le village et jamais elle n'est venue me chercher à l'école. C'est bizarre. Mais t'as pensé C'est ma à quoi, tante. Et t'as pensé à quoi alors, quand t'as vu ta tante? J'ai pensé que je suis monté dans sa voiture. Et t'as tout de suite compris. elle m'a emmené à Barcelone. À Barcelone? À Barcelone. C'est bien, il faut continuer. Et elle m'a emmené à Barcelone dans un McDonald's tout près de l'hôpital. C'était fabuleux. J'ai passé 3 heures à manger, à m'éclater comme une folle au McDo. Jusqu'à ce que mon grand-père arrive pour annoncer à ma tante que mon père était mort. C'était bizarre. C'est bizarre, ouais. Bah donc il n'était pas mort à 10h du mat. Si elle est venue me chercher à l'école. Non, il est mort quand je suis arrivé à Barcelone. Ouais, donc il est sans... Et toi, t'étais en train de t'éclater au McDo Et tu y retournes au McDo de temps en temps? Jamais. C'était le jour le plus triste de ma vie. Pour toute la famille. Et c'était la première fois que j'allais au McDo. Il était là, hein, enfin. Ouais. Bon, alors cet exercice, on peut le refaire bien sûr. C'est un tout petit texte, c'est un extrait d'une pièce de Rodrigo Garcia sur McDonald's. Ah oui. Il démarre par ça. Il démarre par cette scène-là. Et bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu là en fait? On a vu en fait que François, on se connaît pas. Il m'a raconté une histoire
très personnel, il nous l'a raconté. Ensuite, je suis revenu avec un texte qui racontait une autre histoire personnelle de quelqu'un d'autre. Et j'ai simplement demandé à François de retrouver la dynamique qu'il avait quand il a fait son propre récit. Et d'une certaine manière, d'improviser un texte qui était écrit. Puisque la première histoire qu'il nous a racontée, même s'il en avait encore le souvenir, c'était une histoire totalement improvisée, il n'y avait pas le texte. Et du coup, en rentrant dans ça avec un... Alors c'était difficile comme exercice parce que il ne connaît pas le texte, il le découvre, donc il s'empare d'une histoire qui ne lui appartient pas, mais il faut qu'il s'en empare avec sa façon de parler, avec son rythme, sa manière de bouger dans l'espace, son placement de voix, etc. Et du coup, il nous fait croire à une histoire. Et c'est toute cette affaire-là, dans le fond, c'est de parvenir avec la personne qui est en face de vous, qui va vous donner une chose sensible de sa part, laisser un espace à l'improvisation, à la création, à l'intérieur de cet espace-là, mais en gardant la profondeur de la personne, sa sensibilité immédiate, ce qui fait que c'est une façon de jouer qui n'est pas formatée, qui n'est pas théâtralisée, parce que elle n'est pas dans les codes du théâtre en vérité. Et moi j'essaie de casser les codes du théâtre, et ça c'est quand les gens ont compris très vite comment ça marche, ils n'ont plus aucun problème, puisqu'ils ne distingueront pas le moment où ils improvisent du moment où ils vont dire un texte. Et du coup, on a une certaine, entre guillemets, authenticité, voilà. Quand on est sur la scène, il y a une présence comme ça, la personne, elle est vraiment là, et du coup, sa parole devient totalement crédible, beaucoup plus qu'elle pourrait l'être d'un comédien professionnel, qui pourrait même faire le même exercice, etc., mais qui chercherait toujours à nous montrer quelque chose, alors que là, il ne s'agit pas de montrer, il ne s'agit pas de faire, il s'agit vraiment d'être sur la scène. Et donc, du coup, cette manière de procéder, elle n'exclut personne, en fait. Elle n'exclut pas les gens qui ne sont pas du sérail. Et on peut le faire avec des gens de tout âge, de toutes conditions, etc. Parce que, d'une certaine manière, ils peuvent s'approprier le théâtre comme art qu'ils peuvent pratiquer, alors que c'est quand même un art, entre guillemets, intellectuel, un art savant, enfin, et les gens, ils vont pas spontanément au théâtre, comme ils vont au cinéma. À chaque fois que je pose la question qui est allé au cinéma récemment, tout le monde lève la main. Qui est allé récemment au théâtre, voilà, quand j'ai 3 personnes sur 25, c'est un exploit, quoi. Et alors quand je fais ça avec des jeunes lycéens, n'en parlons pas, parce que eux, il n'y a aucun doigt qui se lève, si ce n'est d'aller à l'école avec l'école. Oui. Mais bon, l'école, c'est public captif, ça n'a rien à voir, comme une démarche. Alors que le cinéma, bon, ben voilà, on peut le faire, on y va à 2-3 copains, puis on va s'amuser, quoi. Oui. Oui, ce procédé-là, c'est celui que vous avez utilisé sur Flamme, du coup. Je l'ai utilisé sur Flamme, je l'ai utilisé sur Élimination, j'utilise souvent. Le seul problème que j'ai avec ce procédé-là, du coup, c'est que c'est un procédé qui est utilisé également par Kiarostami dans Close-Up, mais également dans l'utilisation par rapport à Carrel, par rapport à Destination Lune, je crois, ou quelque chose comme ça, et qui interroge à chaque fois la question du spectateur dans sa crédulité à ce qu'il voit. Or, par rapport aux propos qu'il y a dans Flamme, justement, si moi je me retrouve justement dans cette question de ce qu'elle me dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est authentique, parce que je renvoie justement. Bien sûr, ouais. Eh bien, moi je on est déçu. Non. Son discours. Et c'est ça qui est problématique par rapport j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est juste une approche, entre guillemets, technique du jeu. C'est-à-dire de les mettre dans cette position où elles vont... bien sûr que tout ce qu'elles racontent, il y a un fond sensible qui est soit attaché à la personne qui l'énonce, soit attaché à d'autres personnes. Parce qu'il est nécessaire quand même dans ce genre de démarche de préserver la personne. C'est-à-dire que le témoignage direct, c'est hyper violent pour celle qui l'énonce. Donc il faut qu'il y ait une marge, un espace de liberté qui est celui de l'écriture. Parce que moi, les textes de Flamme, ils sont écrits. C'est-à-dire qu'ils sont écrits et ils sont nourris
d'expérience, je dirais que majoritairement, la personne qui assume le récit, elle est totalement dans ce qu'elle dit, mais il y a quand même des endroits où elle n'y est pas. Et c'est dans cette possibilité qu'il y ait des endroits où elle n'y est pas, où elle a une liberté d'être dans une incarnation, en fait, et de faire un travail, entre guillemets, d'actrice, qui va la protéger, et qui va... Parce que, par exemple, quand elles sont trop émues, moi, j'ai tout de suite dit, mais non, il faut pas, on fait pas l'émotion, c'est pas à toi d'être ému, c'est au spectateur, c'est tout ça, c'est à cet endroit que ça se passe. Mais c'est vrai que ça crée un doute, et sur lequel, qui fait que, quand même, on est dans le champ du théâtre. On n'est pas dans le champ totalement documentaristique, par exemple. C'est pas un théâtre à fond documentaire, même si, pour le réaliser, moi j'ai pris énormément de documentation auprès de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc voilà, donc il y a une espèce de jeu qui laisse un endroit de doute, en fait, c'est ça. Parce que les gens qui vont venir voir cette expérience-là en disant « Ah oui, je viens voir du documentaire, des filles qui témoignent, qui nous racontent la noirceur ou la beauté de leur vie », bon, alors oui, évidemment, il y a cette dimension-là. Mais en fait, il y a un autre aspect de mon travail qui est quand même d'amener par l'écriture, par la poésie, le déplacement. Et donc, c'est l'écriture qui fait il y a vraiment un travail sur la langue que j'opère. Et par exemple, si je devais écrire quelque chose pour François, il faudra qu'on parle beaucoup ensemble. Pour que je parvienne à mettre dans la bouche de François des mots qui soient suffisamment proches de lui pour qu'au moment où il les énonce, ils lui appartiennent en totalité. Et dans Flamme, chacune des protagonistes sur scène a totalement assumé le texte qu'elle disait. Même si à l'intérieur, il y avait des choses qui leur correspondaient pas, pas qui leur correspondaient pas, mais qui n'étaient pas d'elle. Et ça, c'est vraiment une façon de préserver la liberté de l'interprète et de la protéger en lui disant, mais quand même, oui, tu sais, tu fais quand même du théâtre, hein, on n'est pas dans un endroit si par exemple, alors que dans cette pièce, il y a des moments de reportage, qui sont toutes les voix off qui sont enregistrées, et il y en a certaines qui sont écrites d'ailleurs, mais la plupart sont vraiment prises sur le vif, et que cette dimension, entre guillemets, de témoignage, là, je vous rejoins, parce que dans la pièce, ça va passer comme ça. Quand elles sont filmées, c'est vraiment elles sont dans un parcours, elles sont dans un endroit, elles bougent leur tête, ou je sais pas. Et puis en même temps, quand on a leur voix, c'est vraiment on les reconnaît, elles ont un débit, mais ce débit, il n'est pas si différent que le débit qu'elles ont quand elles jouent la pièce. Pas si différent, parce que moi, je me suis collé à leur manière d'être sur une scène, à leur façon de d'énoncer, et parfois je vais déplacer une interprète en lui écrivant un texte sur le mode du conte, par exemple. Il y a dedans, il y a plein de gens qui n'ont pas vu cette pièce, hein, mais ce serait trop compliqué à vous la raconter. Mais il y a un moment donné, il y a une fille qui fait un récit qui est assez puissant, et j'ai trouvé comme manière de l'aborder le conte. Donc elle va nous raconter l'histoire d'une petite fille à qui il arrive un certain nombre de choses qui sont violentes, mais elle va toujours garder cette distance-là. Et en fait, son histoire est profondément ancrée en elle, mais le fait qu'il y ait la dimension du conte, ça lui a permis vraiment d'être totalement libre pour la raconter et d'avoir un certain plaisir à la raconter. C'est-à-dire de ne pas être simplement dans un motif de je vais porter la parole des femmes qui ont subi cette violence, etc. Parce que si on est là-dedans, il y a un déplacement qui s'opère, et on est dans un autre rapport, on est dans un rapport plutôt de vouloir convaincre, de défendre une grande idée, etc. Alors moi, la principale idée que j'ai eue dans cette pièce, c'est de dire que, dans le fond, quoi qu'il nous arrive, la vie continue. Et il faut être dans une forme de joie d'accueillir cette vie-là. C'est un peu catho tout ça, mais en fait, c'était un vrai moyen pour elles de les amener à
à tenter de dépasser la situation ou les situations qu'elles ont racontées et qui étaient parfois rudes. Enfin, elles avaient tendance à vouloir le faire comme ça, ou le coup de poing et tout. Et en fait, moi, j'ai toujours déplacé la chose. Et quand il y a un moment qui est très grave, de trouver le subterfuge pour que juste après, tout le monde pète de rire, ou on ait une vanne, ou on a un truc qui fait que... Parce que ça, c'est le mécanisme dans les quartiers populaires. On a la tchatch, on a cette manière de renverser la vapeur, il y a beaucoup de pudeur, on pleure pas trop dans les quartiers, enfin, on n'est pas là-dedans, enfin, on montre plutôt une aisance, enfin, une espèce de... comme ça, et j'ai souhaité qu'on retrouve ça. Alors c'est vrai que ça peut vous poser un problème à vous, de vous dire, bah oui, mais alors, c'est quoi, on me vend quelque chose, c'est pas ça qu'on me vend, c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose que je pose. Oui. C'est juste que il me semble que lorsque ce procédé-là d'authenticité, de vouloir être dans tout ce à fait. vrai-là, Oui. une question beaucoup plus cinématographique qu'à la base théâtrale, Bien sûr. et bien on se retrouve là par rapport à la question de témoignage. Et donc, moi qui ai une mini-culture théâtrale depuis 8 mois maintenant, Trop bien. Ce qui fait que je commence à réfléchir à ne plus être pris dans le jeu là-dessus. Seulement après, moi j'ai mes lycéens qui ont regardé aussi ce spectacle-là et qui eux sont pris totalement dedans. Le seul truc, c'est que par la suite, après, lorsqu'on fait justement des retours là-dessus, on reprend ces scènes-là et qu'elles reprennent justement cette question-là de je dis les choses dures et que je me retrouve face à une jeune qui parle comme ça d'un coup, face à nous tous, en fait, à dire directement de tout son passé très difficile et qu'elle le balance comme ça, parce qu'elle n'a pas eu des moyens de distanciation, de réflexion par rapport à ça, par rapport aux clichés qui ont été dits, par rapport à tout ce qui a été dit. Et c'est moi ça qui me pose problème, c'est que je n'ai pas eu des éléments dans cette pièce qui m'ont permis de comprendre où est-ce que c'est du témoignage, où est-ce que c'est du jeu et ainsi de suite. Tout était mélangé. Oui, absolument, oui. Et c'est ça qui, moi, me pose problème. Oui, mais en même temps, moi je trouve que, alors, dans ce que vous faites là, de cet effet lié au spectacle, d'une jeune fille qui va spontanément vous raconter quelque chose de très profond, qu'elle délivre en fait, qu'elle donne, mais avec une forme de, entre guillemets, de générosité à ce moment-là. Elle dit, voilà, ça me pèse énormément, je le dis là, et votre question à vous, ce sera, que faire de ce récit brut, de décoffrage, comment est-ce que je vais le transposer pour faire que, au lieu de le raconter de façon aussi frontale, si jamais vous voulez faire un spectacle à partir de ça, encore une fois, hein, c'est toujours ça, hein, si vous avez envie d'en tirer parti pour une moi, c'est plus ma question de... Qu'est-ce que j'en fais dans la sphère publique et dans la sphère privée. Ouais. En fait, votre spectacle fait cette confusion-là. C'est moi ce que j'en pense. Oui, mais c'est vrai, hein. Est-ce que C'est juste, hein. sous-entend que le spectacle génère cette parole chez cette jeune fille? Elle génère cette peut-être qu'il y a confusion. des interactions bien plus complexes et que si ça génère cette parole, c'est plutôt la question de savoir comment je recueille éventuellement cette parole si ça arrive. Mais c'est un peu, enfin je pense pas que c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas que le spectacle qui génère cette parole spontanée. Et donc quand on mène des ateliers, on est toujours confronté à cette ligne où comme on a des êtres humains, des fois ça passe sur un autre versant et on est amené à devoir gérer l'imprévu qui est parfois de l'ordre de ce qui n'est pas de l'ordre du théâtre. Et là c'est la question de savoir comment on gère quelque chose qui dérive vers un peu de... autre chose. Pour résumer du coup, c'est juste que j'avais l'impression dans ce spectacle que c'était du « je suis ce que je suis ». Oui. Voilà. Et donc plus du « je pense donc je suis ». Et c'était là-dessus que c'est ça qui me pose Oui, problème. bien sûr, mais je comprends. Hein. Mais moi, je l'accepte totalement. Moi, je suis pas... je fais pas un documentaire en vérité. Mes spectacles, c'est pas des documentaires. Je ne veux pas faire ça. Je fais même pas du théâtre du réel. Enfin, on m'affilie à cette ligne-là esthétique et tout. Non. Moi, je rencontre des personnes, je parle avec elles et je trouve le moyen de métaphoriser et de symboliser leurs propos pour qu'il y ait un effet justement de entre guillemets, encore une fois, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais de chercher une universalité dans le récit de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui appartient à notre humanité. C'est-à-dire que nous portons tous et toutes
le monde en nous. On est une partie de ce monde, mais on le porte entièrement. Donc quand on parle de soi, on parle des autres. Et le mécanisme d'identification, il fonctionne. C'est un spectacle qui recueille beaucoup d'empathie du public, qu'on soit jeune, plus vieux, voilà. Parce que il y a un espace que j'ai laissé, qui est celui pour chacun d'entre nous, de pouvoir se mirer dans ce qu'il voit. C'est pas du théâtre miroir, hein, mais d'une certaine manière, l'expérience d'une personne, une fois qu'elle est légèrement transposée, qu'elle est écrite d'une certaine manière, elle ne devient pas que l'expérience de cette personne-là, elle devient l'expérience de tous. On passe du singulier au pluriel. Et moi, c'est ça qui me plaît en vérité dans ce que je fais. Et je trouve que c'est là qu'il y a une différence. Alors évidemment, je pense que les grands écrivains de théâtre, ils font tout ça, hein. Si vous prenez Shakespeare par exemple, franchement, tous les personnages qui sont à l'intérieur, ils sont traversés par plein d'émotions. Enfin, c'est notre vie qui est racontée sur la scène. C'est pas tellement différent, sauf que moi je fais du Shakespeare avec des gens qui font pas de théâtre. Enfin, et je considère que leur vie est une vie, est une vie fictionnelle aussi. Même si elle est vraie, il y a une part de fiction à l'intérieur et qui peut être très belle, qui peut se transmettre et qui peut se raconter et qu'on reste pas dans le truc de un peu le premier degré, vous voyez, je veux dire premier degré de l'écriture comme ça, frontal, et qu'on cherche, oui, parce que sinon l'acte poétique il n'existe plus à mes yeux. Et moi je suis quand même, je me revendique de ce courant d'une écriture poétique d'une certaine manière. Mais par contre, s'emparer de ces paroles-là, alors je fais pas mal de rencontres avec des lycéens par exemple. Et maintenant, ça se simplifie énormément, mon travail. On fait un cercle, on est tous, on n'est pas comme là. On fait un vrai cercle, et puis chacun je demande qu'on me raconte une histoire. Voilà, sur un sujet donné, par exemple. Je sais pas, par exemple, je demande qu'on me décrive son homme idéal. Voilà, ou l'homme idéal. Hein, vous pourriez me décrire l'homme idéal pour vous, votre homme idéal à vous, c'est-à-dire pas l'homme idéal à tous, mais le vôtre. Et chacun, on a notre homme idéal. Et on a aussi notre femme idéale. Donc quand on commence à faire ce récit-là, ça devient tout à fait intéressant. Puis du coup, ça se met à discuter. Puis on arrive à confronter, est-ce qu'il y a un homme idéal dans la famille? Est-ce qu'il n'y en a pas? Qui serait le plus idéal? Qui serait le moins idéal? Est-ce que ton père, c'est un homme idéal? Et du coup, le débat s'ouvre sur ce qui se passe au sein de la famille. Et là, il y a on est à la fois dans une chose d'invention, parce qu'on va dire, je vais raconter pour moi qui est l'homme idéal, je l'invente. Mais quand je veux comparer à ce que mon père, ça correspond bien, ou mon grand-père, qui était l'homme idéal de toute la famille? Qui est-ce qui vous en a parlé? Est-ce qu'on vous a raconté? Est-ce qu'il y a un héros dans votre famille? Est-ce qu'il y a eu un héros dans la famille? Et voilà. Et de fil en aiguille, l'atmosphère se délie, et il y a des moments très forts, comme celui que vous avez raconté. Des moments où quelqu'un va me dire, de façon très frontale, en parlant de son père, mon père, il est raciste. Bam! Je dis, comment ça? Il dit, ouais, voilà, moi, j'ai un ami, il est noir, voilà, j'ai du mal, mon père, il veut pas que je le fréquente, il veut absolument pas. Bon, alors je lui dis, voilà, dans ce cas-là, on va rentrer dans une autre façon de procéder, par exemple. Je vais demander à François, François, dis, ton père, il est comment, toi? François, est-ce que c'était un père cool ou est-ce que c'était un père abrupt comme ça? Il est transparent. Il est transparent. C'est un père voilà. On voit au travers, c'est ça? Voilà, donc je peux lui dire à lui, tiens, dis donc, ton père qui est si transparent, je voudrais que tu me fasses le père raciste, tiens. Est-ce que tu as quelqu'un qui a été raciste dans ta famille, autour de toi, que tu voyais, tu dis, il a un commentaire, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, j'ose pas parler, j'ose pas ouvrir ma gueule parce que lui, il a plus de pouvoir que moi. J'avais une grand-mère qui voulait pas se baigner dans la mer parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de gros qui se baignaient dans la mer. Ouais. Ça la dérangeait? Ouais. Parce qu'elle était grosse ou pas? Non, mais un peu. Elle avait trop honte? J'ai jamais compris. Tu n'as jamais compris. Je pouvais pas comprendre. Donc en fait, on passe d'un récit à l'autre, et puis à un moment donné, on peut se mettre à jouer la scène. Voilà, on pourrait jouer la scène de la grand-mère qui ne veut pas se baigner, etc. Et de fil en aiguille, on arrive quand même, l'air de rien, à recueillir suffisamment de matériaux qui pourraient qui pourrait être une écriture, en fait.
Et dans laquelle, là pour le coup, je pourrais demander aux lycéens de m'écrire, ils le font. Donc ils m'envoient leurs textes et ça me donne une espèce de, comment dire, je prends la température sur certaines tendances qui existent aujourd'hui et qu'on n'a pas toujours l'occasion de croiser, mis à part dans les médias. Alors que là, quand on parle avec des jeunes, on prend tout dans la figure, quoi, sur le rapport au monde. En fait, dans ces séances de discussion et d'échange, il y a quelqu'un qui prend des notes ou il y a un enregistrement. Je fais ça, j'enregistre tout simplement. Et après, parfois, je demande qu'on écrive. Par exemple, quand on est sur les formes du récit, comme ça, je peux demander qu'on écrive et qu'on m'envoie le récit. Et puis, si ça va plus loin, après, je peux avoir une correspondance. C'est-à-dire que ça m'est arrivé sur un projet dans un collège où j'avais bâti tout le projet sur la correspondance individuelle. Il y avait 20 élèves, donc je les connaissais vraiment bien à la fin. Et j'ai correspondu avec chacun d'eux. Et on arrivait à établir un texte pour chacun d'eux qui était entre quelque chose de très très factuel, qui leur appartenait vraiment, et quelque chose où moi j'amenais ma touche qui faisait hop, ça pouvait glisser un tout petit peu ailleurs, et du coup ils se sentaient un peu plus libres, ils s'amusaient un peu plus. Et c'est très intéressant parce que ensuite on passe à la phase de jeu, c'est-à-dire voilà, et comment on va réimproviser un texte qu'on a pensé ou qu'on avait raconté un peu des bouts de récit, et il va falloir le réimproviser pour que ça fasse comme si c'était totalement vrai. Mais ça ne l'est pas. Alors, vous et vous. Voilà. Est-ce que les élèves ou les personnes qui travaillent ne sont pas un peu vissés d'origine, justement, et comment ça se passe au moment où vous leur proposez? Non, c'est trop sympa. Franchement, c'est trop sympa parce que il y a des choses qu'ils peuvent refuser de dire. Et ça, quand le texte il est élaboré, je le donne, hein, et je dis, bon voilà, vous enlevez ce qui vous plaisait pas là-dedans, ce qui vous plaît pas. Donc ils viennent me voir, ils m'ont rayé tout ça, ok. Des fois c'est toute la moitié de truc. Et ensuite, s'engage une discussion. Et la discussion, elle est très simple en fait. Avec moi, je suis tolérant, je dis bon, tu veux pas, mais il va être court ton texte, tu n'auras pas grand chose à dire. Ouais, mais ça va, ça me suffit, etc. Puis ils vont voir d'autres collègues qui vont avoir, ils n'ont pas eu peur. Et je les vois revenir plus tard. Ils disent, oui, mais finalement, je pourrais le dire, ça. J'étais sûr, tu veux vraiment le dire? Oui, ouais, je voudrais bien le dire parce qu'il y a un temps de maturation, il y a un temps de réflexion. On peut pas, c'est pas un truc qu'on va imposer d'emblée quelque chose à quelqu'un. Après, je peux avoir des convictions, et après, il peut y avoir des commentaires sur ce qu'ils ont fait par la suite. Et ils disent le chemin qu'ils ont accompli, en disant, ouais, il m'avait fait dire, il y a un type, je pourrais... C'est bête, j'ai pas d'amplificateur parce que j'aurais pu vous faire entendre un petit, mais je sais pas, avec mon Mac, je sais pas si on va l'entendre. J'ai peur que ce soit pas assez fort. Il y a pas. Moi, j'ai pas pris d'enceinte, j'ai rien du tout. Bah non, mais je sais pas mon atelier, mais je sais. Ah bah voilà. Ah, vous en avez un. C'est cool. C'est super. Quand il y a un problème, je le résous. C'est formidable, c'est formidable. Alors, attention, création partagée, vas-y le sec, transfert des textes, radioscopie. JBL. Alors, c'est ADB, Euroduram, et du sport, P3, voilà. JBL. JBL, mais tu le fais clignoter. Non, il va arriver. Tu le fais clignoter. Cherchez quoi là le Wi-Fi Non, le Bluetooth. JBL. Le Bluetooth, mais il faut que tu l'allumes, il n'est pas allumé. Il est allumé. Non, il clignote pas. Il clignote. Si, il clignote. Je veux juste, alors, Oui, Stevie, ça clignote. il n'est pas encore là, hein. Il est en train de le chercher là. Ah. Et du spot, et du RAM, c'est ADB. Ça, c'est les Wi-Fi. Non, ça c'est le Wi-Fi. C'est que de la Wi-Fi. Ça c'est le Wi-Fi. Il faut Alors, chercher Ah, il faut que je mette, pardon, je mette en Bluetooth, pardon. Voilà. Il est activé. Ah bah pardon, il est là, c'est AirPods. Non. Tu as fait clignoter là? Il clignote. Là, il clignote plus. Il est où là? Il serait où? Il va peut-être apparaître là. Dans un instant.
Mais c'est sur Internet, votre truc ou c'est Non, sur- non, non, c'est là dans ma boîte. Là. Regarde, encore, il est peut-être arrivé là. Ah, si on le câble, ça ira très vite alors. Oh. Très bien, oui. Ah mais moi aussi je l'avais un. Ah, il y a une Bose Mini Book, c'est pas celle-là. Bon, voilà, très bien. Oui, bah ça va marcher, c'est impeccable. Bon. Alors, je vais vous raconter. Du coup, j'ai pas ses commentaires à lui. Alors, Thiago, voilà. Alors, c'est un tout petit. Ça dure 2 minutes, hein, vous allez voir. C'est un travail que j'ai fait donc dans cette classe où il s'agissait de. Il avait rien à raconter. Il s'appelle Thiago. Il me dit j'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. J'ai pas d'histoire, j'ai rien. Bon, je parle un petit peu avec lui, puis voilà, on correspond, puis il me dit que finalement il y avait un truc qu'il faisait, c'est que il tuait des pigeons. Ah ouais, quand même. Il tue des pigeons. Donc voilà, on commence à dialoguer. Ça marche mieux avec ça? Non, si jamais la batterie. Oui, d'accord. Donc, il tue des pigeons, voilà. Et donc, je lui ai dit, mais raconte-moi ce qui se passe quand tu tues des pigeons. Et allons dans le détail de tout ça. Donc, du coup, c'est quelque chose qui était intéressant parce que je l'ai fait aller vraiment dans le détail. Et vous allez l'entendre, Thiago. Bonjour, je m'appelle Thiago et je vais vous raconter mon histoire. Il y a un an, on avait des poules et des oies dans mon jardin. Quand on leur donnait des graines, des pigeons venaient les manger. Mes parents, mon grand frère et moi, ils n'ont pas ça. Car si les oies et les poules n'ont pas de nourriture, elles pondent moins d'œufs. Mon frère et mon père sont partis acheter une carabine à air comprimé. Nous avons tué presque tous les pigeons de la rue. J'en ai tué plus de 13. Voilà comment ça se passe. Je suis dans mon salon, sur mon téléphone. Je vois par la fenêtre qui donne sur le jardin un pigeon sur le toit de mes voisins. Je vais sur la terrasse où je prends la carabine de marque Stoger qui est sur la table. À côté, il y a une boîte de plomb de calibre 4,5. Je l'ouvre et j'en prends un. J'ouvre la carabine, j'introduis le plomb et je la referme. J'appuie sur le bouton qui sert de sécurité pour me permettre ensuite de tirer. Je me place. Je ferme mon œil gauche en laissant le droit ouvert et je vise. La crosse est appuyée sur mon épaule droite et ma main gauche tient le fût de la carabine. Une simple pression de l'index de ma main droite, je tire. Le pigeon tombe en se débattant. Il est mort. Quand je tue un pigeon, je suis content, car un pigeon de moins arrête de manger les graines. Et je me dis que je suis comme un sniper professionnel. J'aime particulièrement voir le pigeon tomber et bouger dans tous les sens, jusqu'à mourir. Je trouve ça amusant. Cependant, quand je n'arrive pas à le tuer, je suis dégoûté d'avoir raté. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, ça sera mieux. Quand je vois leurs cadavres, ça ne me fait rien. Je ne ressens pas de tristesse ni de dégoût. Je les mets dans un sac, puis je les jette à la poubelle. Et après, je retourne sur mon téléphone. J'avoue, j'ai eu beaucoup de plaisir à tuer. Et je pense que tous les hommes éprouvent ce plaisir. C'est indéniable. Et c'est bien là le problème. Voilà. Pardon. Pardon? C'est des rats qui volent. Oui. C'est pas. Donc, enfin, Thiago n'avait rien à raconter, hein. Ah oui. Non, il trouvait pas ça intéressant en fait. Et en fait, moi je suis toujours passionné par les histoires des gens parce qu'ils en ont des milliers, des centaines. Donc lui, c'était ça qui a raconté, c'est un truc. Voilà, ils en avaient marre d'avoir ces pigeons qui venaient bouffer les graines des poules. Les poules prenaient plus, voilà. Puis ils se sont tous mis à faire ce truc-là. Et après, il a quand même dit par la suite. J'ai pas, c'est dommage, j'ai même pas pensé à prendre ça. Parce qu'il y a eu un petit recueil sur leur ressenti, le dialogue qu'ils ont établi avec moi. Il dit quand même que, d'une certaine manière, je l'avais un peu eu en lui faisant raconter cette histoire et qu'il avait compris que je l'avais eu. Et en fait, il s'était quand même bien marré à le faire. En fait, au bout du compte, il s'est marré à le faire. Oui. Alors, du coup, j'ai une question.
c'est justement, pendant ces ateliers, il y a des gens qui confient des choses quand même très profondes d'eux-mêmes. Oui. Voilà, et comment gérer justement la fragilité. Ils se mettent en fragilité quand même par rapport au public. Oui, sûr. Enfin, le public déjà de l'atelier, puisque Oui. surtout je pense aux adolescents bien sûr, mais pas seulement. Et donc comment on gère ça en fait après, Alors, moi, mon système, il est relativement simple. Comme je dis, c'est le don et le contre-don. C'est-à-dire, alors, évidemment, il y a des moments où vous pouvez être touché fortement parce qu'il y a quelqu'un qui va partir en larmes, en décompensation forte, parce qu'elle va vous raconter quelque chose de puissant. Après, moi, je fais toujours un accompagnement dans ce travail par mon silence. C'est tout bête à dire, hein, mais je ne vais pas dans le sens de « Oh, ma pauvre chérie, je vais te consoler ». Non, non, il y a toujours quelqu'un qui aura un mouchoir, le mouchoir va circuler, et la personne va se reprendre. Souvent, c'est ça qui se passe, hein. Les gens se reprennent et continuent le récit aussi incroyable que c'est parce qu'il y a une telle tension dans le groupe et un tel sentiment que on parle à des amis, et y compris dans une classe, là ils étaient 20, et les élèves, alors je peux vous en sortir une autre, je ne sais pas comment elle s'appelle, parce que des fois les gens racontent des choses très profondes, extrêmement profondes, et des histoires qu'ils ont, des conflits qu'ils ont à régler à l'intérieur d'eux, plus qu'avec les autres. Et dans le fond, ça prend du temps, parce que c'est pas en une séance qu'on résout tout comme ça, hein, mais ça prend du temps. Après, les profs sont quand même là en général, et ils découvrent beaucoup de choses de leurs jeunes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas en fait. Ils ont l'impression de les connaître, mais ils ne les connaissent pas vraiment. Et là, il y avait 20 petits récits de cette teneur-là à peu près. Et ils ont été, évidemment, on a fait un CD, voilà, c'est ça, avec un petit livret, ça a été donné aux familles, tout le monde l'entend, etc. Et puis il y a eu à un moment donné, toute la classe était réunie, et on a, avec des profs, le directeur et tout ça, et on a passé la bande son. Puis ça a été passé en salle des profs. Et du coup, cette chose-là, qui était une chose de l'intime, ils ont accepté de la donner. Mais pourquoi ils ont accepté de la donner ? Mais ils ont accepté de la donner parce que il y avait une certaine distance. On n'était pas au ras des pâquerettes. Parce que quand Thiago nous raconte cette histoire, il a bien fallu que je lui dis, mais comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu raconte-moi le détail ? Eh bien, le détail, c'est ça qui fait le théâtre. C'est d'être rentré dans tout ce détail. Il a repris tous les gestes qu'il faisait les uns après les autres, et il s'est enfoncé dans un truc qui était quand même relativement, entre guillemets, sale du point de vue humain. Parce qu'il allait dans son plaisir de tuer des pigeons. Il disait qu'il aimait ça, qu'il remuait, il le mettait dans un sac poubelle. Et c'est un après-coup, après, tout le monde rit de cette chose-là, mais en fait, et moi j'ajoute la dernière phrase, toute simple, hein, il dit, voilà, quand même, ça remet les choses un peu à un certain endroit, et lui, il apprend, c'est à lui, et finalement, il est content. Il est content que ça se passe comme ça pour lui. Après, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de technique particulière en cas d'une personne qui fond en larmes. La seule chose, c'est que il faut juste être très attentif. S'il y a des gens qui, je sais pas, la dernière fois ça m'est arrivé, elle a même pas parlé, la fille. Dès qu'on a commencé le protocole de récit, elle s'est effondrée. Et la prof l'a fait sortir. Et moi, je ne savais pas, j'étais un peu... Ça, c'est un mauvais geste, à mon avis. Non, mais je pense que j'ai laissé la prof. C'est très... Il faut le laisser dans l'espace. Oui, mais non, mais pas grave. Mais en tout cas, moi, j'ai respecté. La prof est partie avec elle. Elle lui a donné un petit Kleenex. Elle est revenue s'asseoir. Et elle a raconté son histoire. Quand son tour est venu, elle a raconté son histoire. Et elle s'était, parce qu'elle savait ce qu'elle voulait raconter dès le début, en fait. Et quand j'ai dit, voilà, vous êtes arrivé à un événement fort, vous avez envie de raconter, etc. Ça y est, c'est raconté, et soudain, ça prend, ça prend une espèce de... Il y a la paix qui s'installe. En vérité, c'est plus de la paix que de la guerre. Mais alors, à la limite, pendant le temps de l'atelier, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé.
Et donc après, comment ça va se vivre au sein de la vie scolaire? Est-ce que vous avez, enfin, par exemple, je pense à des adolescents parce qu'ils sont particulièrement en fragilité, mais c'est pas forcément c'est au sein de n'importe quel groupe. Je sais pas, je suis allé dans une prison, il y avait des animatrices de la SPIP qui étaient là, et je vais poser la question, racontez-moi votre plus beau souvenir d'amour. Tout bête, quoi, veut dire. Puis les gens se sont mis à parler, à raconter plein de choses. C'était très touchant. Et la SPIP a dit, mais vous vous rendez pas compte, vous les faites parler d'amour, ils sont dans une prison, mais vous vous rendez pas compte, il faut qu'il y ait un suivi psychologique. Alors, bon voilà, quoi. C'est-à-dire, il y a personne n'est obligé de raconter, hein. C'est-à-dire que la personne s'autorise à raconter. Si quelqu'un me dit, moi je peux pas parler, j'ai rien à dire, en général les gens font pas ça. Ils disent, tout à l'heure, je vais dire quelque chose après. Et le tour passe, et puis à un moment donné, on revient à la personne, et comme il y a quand même quelque chose qui s'instaure, même quand on est dans une très 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 grande légèreté, c'est-à-dire qu'on va raconter des histoires qui font rire, tout ça, et ben à un moment donné, il y a quelque chose de profond qui se dit, et la personne va revenir, et elle va faire le cadeau de son récit, de son histoire, et voilà. Après, quand c'est des personnes qui sont adultes, c'est la même chose en fait. Parce que quand on parle de sa famille, quand on parle de, je sais pas, il y a tellement d'histoires violentes qui nous arrivent, parfois très rudes et qui sont parfois aussi très belles et qu'on a envie de partager. Pardon. Ouais, il y en a plein. Chloé, il y a Sophie aussi. Par rapport à cette fragilité, mais c'est aussi la bienveillance des autres. Vous avez jamais eu de... Totalement, mais c'est hyper bienveillant. Parce que la personne qui dit mon père est raciste, dans l'atelier elle se sent en sécurité, elle le dit... Ah oui, mais quand son copain joue le père et qu'il me dit, je lui dis, sois le plus raciste que tu peux. Je lui dis les mots les plus affreux que tu pourrais dire. Et il commence à jouer, puis il me dit, oh, c'est dur. Je dis, non, vas-y, tu peux tout dire. C'est la scène, c'est la scène. Et se rappeler cette scène, comment vont réagir les proches en voyant la scène. Est-ce que le après atelier... Non, mais là, c'était vraiment... On n'est pas dans la phase, je veux dire, spectaculaire. Hein. On est dans une phase qui est de l'intime du groupe. Ensuite, quand on va rentrer dans la phase, si on veut utiliser ça pour fabriquer quelque chose de spectaculaire, ça va être un vrai travail derrière ça il va falloir amener un peu de distance. Et elle-même, cette jeune femme-là, au moment où elle fait ce récit, voilà, elle se confronte à son père, et puis il y a un dialogue. Ce qui est intéressant, c'est que on revient à ma petite feuille là, ils se mettent à improviser, et en fait, ils cherchent pas tellement la situation est intéressante à jouer pour elle et pour lui qui est en face d'elle. Donc elle est intéressante, mais c'est à partir de leur sensibilité. C'est-à-dire que tu dis vraiment les mots que toi tu as envie que tu ressens, que tu pourrais dire dans cette situation-là. Tu dis pas les mots d'un raciste. Voilà, c'est la différence. C'est-à-dire parce que nous sommes tous, à un moment donné, plus ou moins, on peut avoir des comportements qui ne sont pas très nets, mais même si il ne s'agit pas de dire des choses très très horribles, il ne va pas dire ça. D'ailleurs, c'était un père qui parlait, il dit, c'était très fort, il dit, tu fais comme moi, tu les regardes pas. Tu fais comme moi, tu les regardes pas. Tu les regardes pas. Mais comment je peux ne pas le regarder? C'est mon amoureux, tu le regardes pas, je te dis. Et le dialogue devient hyper intéressant en fait. Et là on est dans une forme de théâtralité parce qu'il n'a pas dit quelque chose de violent, mais il a énoncé quelque chose que lui ferait s'il était raciste. Il dit tu le regardes pas. Dans la rue je ne les regarde pas. Moi je marche dans la rue je ne les regarde pas ces gens-là. Ouais, c'est d'une violence extrême aussi. C'est l'élève même qui jouait son père? C'est un autre élève. C'est un autre. Ouais. Sophie. Moi je voulais savoir par exemple pour là comment vous présentez vos projets aux participants. Parce que comme il y a cette phase très longue de récit de soi avant d'entrer dans le travail spectaculaire, en fait c'est ça qui m'intéresse. Comment vous présentez les choses? Je présente les choses sans les présenter en vérité parce que par principe je ne sais pas qui sont les gens que j'ai en face de moi, je ne sais pas comment ils vont réagir. Je par exemple, voilà, là dans Flamme, j'avais dit vous êtes une jeune femme, vos parents ont vécu l'exil, vous avez envie de parler de vous, de votre expérience de vie, vous avez envie de la partager avec les autres, voilà, vous avez envie de la partager avec les autres, vous avez envie de faire du théâtre, d'être sur une scène, vous n'avez aucune expérience de théâtre, c'est tant mieux pour vous.
C'est tout bénef. Et vous serez un peu disponible parce qu'on va travailler pendant longtemps. D'accord. Du coup, elles étaient averties. Et ce qui s'est produit, c'est que on a eu, mais vous n'imaginez pas, parce que j'ai fait plusieurs étapes de rencontres, j'en ai fait une dizaine, et à chaque fois, pour chaque groupe, ça durait entre 3 et 7 jours, par exemple, il y avait une intensité. Dans un des groupes, on n'avait parlé que de la sexualité. Et c'est pas moi qui ai choisi le sujet, ça s'est trouvé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai totalement disparu de la scène, j'avais juste mon système d'enregistrement que je tenais, parce que ça allait trop loin. On n'a parlé que de la première fois pour une femme. Et franchement, mais c'était très fort, parce que là, c'était pas simplement on raconte non, c'était on partage ensemble une expérience de comment ça s'est passé pour la première fois pour nous qui sommes femmes avec un homme. Et quelle dureté, quelle violence, comment ça s'est passé. Et je crois qu'il y avait une fille où il y avait quelque chose, ils étaient une douzaine, je crois, ce jour-là. Et c'était pas un jour, on avait fait ça en 2 séances. Hein. Et une fille qui a dit qu'elle était amoureuse et que c'était cool. Mais pour toutes les autres, elles avaient toutes un récit. C'était très poignant parce que c'était pas de la violence crue, dure, mais des fois on n'aimait pas les hommes à ce moment-là. Enfin, franchement, on n'aimait pas. Et moi, je m'aimais pas en tant qu'homme, parce que du coup, elles m'ont fait penser à moi, à des positions, des postures que j'ai pu avoir quand je draguais des filles, par exemple. Et je me disais, mais putain, d'accord, je savais pas que c'était comme ça, quoi. Je savais pas qu'elle ressentait ça aussi violemment, aussi rudement. Enfin, je m'en rendais pas compte, parce que moi, j'étais bon, elles étaient avec elles étaient jeunes, elles avaient entre 18 et 25 ans, donc on voit bien le moment de la vie où, ben voilà, les gars ils cherchent les filles cherchent les gars, on essaie de croiser, puis comment ça se passe. Les filles sont très amoureuses du gars, le gars il la calcule pas, voilà. Et donc c'est ça que ça racontait en fait. Et mais c'était quelque chose dont j'étais témoin en fait. Parce qu'il y avait une telle dynamique à l'intérieur. Et quand on a fait Flamme, à chacun des ateliers que j'ai fait, il y avait une telle dynamique dans le groupe, beaucoup d'échanges parfois rudes, dans ce sentiment d'être rejeté, d'être repoussé pour sa couleur de peau, pour sa langue, pour son histoire, etc. De subir le racisme frontal ou pas frontal. C'était waouh, c'était fort. Et il y avait ça fait dévidoir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un moment où tout le monde vit tout ce qu'il a en lui, de pas bien, voilà. Et puis à d'autres temps où moi je ramène à d'autres endroits du jeu, du travail, pour que ça se tasse et qu'on a eu. Il y a un film qui existe sur Flamme qui va sortir bientôt, qui s'appelle D'une flamme à l'autre, et qui on les voit un petit peu en dehors du plateau, tout ça raconté, parler d'elles, et c'est assez intéressant de voir. Comment elles ont, au départ, comment elles étaient, puis comment elles ont évolué par la suite. Sophie. Vous avez parlé on a encore de 5 manière minutes. de don contre don, quand pour faire parler les gens. Oui. Qu'est-ce que vous apportez le don, votre don, est-ce que vous racontez de vous? Ah, moi, je me raconte souvent des histoires. Vous racontez votre vie? Non, je raconte une histoire, parce que je pars sur d'une histoire. Je vais raconter une anecdote. Je ne sais pas que vous dire, sur n'importe quel sujet, je peux raconter une histoire. Donc pour abonder, je peux raconter une histoire. Moi, de toute façon, c'était clair. Hein, dans cette aventure-là, j'ai dit, dans Illumination, j'ai dit, voilà, moi les gars, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter comment le spectacle va se faire. Et il y a des choses qui sont très précises que j'avais envie de mettre en scène. Et donc, j'ai raconté mon histoire. Je parlais de la guerre d'Algérie, où moi j'ai vécu des choses très, très chaudes. J'étais tout enfant, j'ai raconté des choses. Et en face de moi, il n'y avait pas un Algérien avec des Marocains. Donc, il me disait, mais nous, ça ne nous concerne pas l'Algérie. Et il y avait un garçon qui était camerounais. Il me dit, mais moi, ça ne me concerne pas cette histoire. Jusqu'au jour où je lui ai amené, parce qu'au Cameroun, ça avait été très chaud la décolonisation, et je lui ai ramené une photo d'une manifestation du Front National du Cameroun qui manifestait avec le FLN, Front National de Libération de l'Algérie. Et donc là, il m'a dit, c'est dingue. Mais oui, c'est la même histoire. En fait, c'est la même histoire. Donc du coup, cette histoire,
Oui, voilà. Moi, j'ai donné un bout, il me donne un bout. Puis après, il y en a eu plein. Pour les femmes, c'est... Bah, moi, je parlais de je sais pas, pour les flammes, on parlait quand même de cette façon d'être ou de pas être de France. Qu'est-ce que c'était un des éléments? Bah, évidemment, je suis pas une femme, mais quand elles ont commencé à parler de choses plus personnelles, plus féminines, etc., sur l'écrasement, sur la domination, sur l'intériorisation de la domination, etc., bah oui, voilà, c'était les choses qu'elles avaient. Et moi, je peux leur dire aussi que je peux intérioriser une domination. Voilà, quand on est dans un rapport dominant-dominé, colonisé-colonisateur, on intériorise la domination. Donc voilà, et ça c'est... Oui, et le don et contre-don, il fonctionne aussi pas mal à l'intérieur du groupe, parce que vous allez raconter une histoire, vous allez attendre la prochaine histoire. Parce qu'au début, vous allez avoir peur de raconter votre histoire. Vous allez dire, ah non, mais moi je sais pas, je vais vous demander, par exemple, racontez-moi une grande histoire d'amour dans votre famille, qui vous a marqué, que toute la famille se raconte. Et vous allez commencer à me raconter une histoire, parce que vous en avez sûrement une, parce que dans votre famille, sûrement il y a une histoire d'amour, ou de votre mère, ou de votre père, ou de votre grand-mère, de votre arrière-grand-père, et une histoire d'amour qui est étonnante, qui vous a marqué, et vous allez la raconter, puis tout le monde va se mettre à chercher une histoire d'amour. Et moi je pourrais vous raconter l'histoire de ma mère, une histoire d'amour, que ma mère est amoureuse d'un homme, c'est pas mon père. Et elle a beaucoup d'admiration pour cet homme. C'était le boucher du village. Elle le voulait. Mais mon grand-père a refusé. Parce qu'il disait que entre les familles, ça n'allait pas. Donc ma mère a toujours souffert et cet homme est devenu très prospère. Voilà, il a fait... Voilà. Et puis il est resté en Algérie, lui. Mais mon père, à moi, c'était un homme pauvre, travailleur, tout ça. Mais il a fait le voyage, il est venu en France. Et du coup, voilà, il y a quelque chose il y a une faille chez ma mère qui dit, ben moi, si c'était avec l'autre, je serais resté dans mon pays, je ne serais jamais arrivé en France. Elle a toujours gardé ça comme ça en elle. C'est tout bête, mais c'est elle qui m'a raconté cette histoire. Puis quand elle me la raconte, elle avait ouais, on sentait. Mais après, elle me dit, tu sais, on apprend à aimer son mari. Et c'est vrai. Et ils ont appris à s'aimer dans leur vie, tout bêtement, quoi. On a le temps d'une dernière question. Alors, c'est Chloé? Il y a deux questions. Alors, deux questions. Je vais répondre vite les prochaines fois. Oui, parce qu'il faut qu'on quitte les lieux dans 3 minutes. Ah oui, d'accord. Après, ça explose. Ça explose. Voilà, d'accord. Allez. Pardon. C'est une petite question, c'est juste pour savoir si vous aviez décidé à l'origine de faire un spectacle venu parce qu'il y a une rencontre. Non, j'avais vraiment décidé depuis le départ de faire un spectacle. C'est-à-dire, je voulais absolument me confronter à la jeunesse des quartiers populaires pour raconter mon histoire. En fait, voilà, le truc, il est là. C'est-à-dire que moi, je ne raconte pas mon histoire immédiatement adressée aux gens comme ça, mais si vous regardez dans chacune des flammes, il y a un morceau de mon histoire. En fait, toutes les femmes me racontent... Elles disent souvent, tu es la 11e flamme. Et c'est vrai, je suis la 11e flamme parce que je raconte mon histoire au travers de leur histoire. Quand j'ai fait avec les garçons, j'avais vraiment envie de raconter quelque chose de moi. Mais simplement, si j'avais raconté que mon histoire, franchement, ça n'aurait pas été intéressant. Pourquoi? Parce que ça aurait été une espèce de radotage d'un vieux bonhomme qui veut faire la morale, la leçon et raconter ça. Alors que c'est tellement plus passionnant de confronter les points de vue et d'avoir le regard de la jeunesse de ces quartiers qui ne connaît pas vraiment l'histoire, mais qui a une histoire, une sensibilité, et de croiser nos regards, c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de le faire. Et je pense que ma seule idée géniale, c'est celle-là. La deuxième bonne chose, c'est que c'est au moment où je fais les rencontres avec les gens, et jusque-là, je touche du bois, j'ai toujours trouvé des belles personnes qui pouvaient rentrer dans le process avec moi, qui acceptaient la manière de travailler, et qui n'avaient pas peur de ça. Du coup, quand elles n'ont pas peur, on peut y aller très loin. Et je sens les personnes qui vont me raconter de jolies histoires, par exemple. De belles histoires qui passent, mais je sens que derrière ça, il y a vraiment... Ça mettra beaucoup de temps pour que cette personne-là me livre son cœur. Et à partir de l'instant où il y a cet échange, ben voilà, c'est bon. Et moi, je sais que je peux livrer le mien. Et je le livre tout le temps, dans le travail. Chloé, allez dernière question. Dans le cadre d'ateliers, par exemple, justement, plutôt avec les collégiens et les lycéens, parce que bon, elles sont quand même devenues actrices. Oui. Donc avec les collégiens et les lycéens, dans le cadre d'ateliers, où il n'y a pas forcément de spectacle, est-ce que vous avez quelles sont les clés que vous mettez en place avant l'atelier
pour garantir en fait un espace où la sécurité morale elle est garantie. Morale, c'est-à-dire entre qui Entre les uns entre les autres et puis avec... Alors c'est hyper simple. Déjà, on va déstructurer l'espace de la classe et on met tout le monde à égalité. C'est pour ça que le cercle c'est hyper intéressant parce que ça met tout le monde au même niveau. C'est-à-dire que s'il y a une prof qui est dans la salle, elle reste, elle se met dans le cercle, elle va raconter une histoire. Et tout le monde, il n'y a pas de spectateurs de ces moments-là. Jamais il y a de spectateurs. Donc ça veut dire que fatalement, quand on est dans le cercle, on est tous impliqués. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça relativise la position. C'est-à-dire qu'on se fait tous des confidences et comme on se dit tous des choses, eh ben ça y est, on se tient les uns les autres. C'est tout bête, on se tient par la barbichette. C'est tout simple. Mais je pense que les histoires peuvent être toutes bêtes. Je sais pas, comme tout à l'heure, je vais raconter cette histoire. Raconte-moi un souvenir de ton école quand tu étais à l'école primaire, quand tu avais 8 ans. Le pire souvenir, voilà. Raconte-moi le pire souvenir de l'école. Mais vous allez avoir des histoires dingues. En fait, c'est des élèves qui sont dans des collèges ou c'est des adolescents Ça dépend, collège, lycée, il n'y a aucune différence en fait. Et est-ce que quand par exemple les Flammes, on leur a, enfin, ils sont adhérents en fait à l'atelier. Enfin, alors attendez. Ils ont voulu être là. Oui. Non mais pour Flamme, il faut savoir que le dispositif était différent. Je ne suis pas dans un collège ou dans un lycée que je suis allé. Je suis allé dans les théâtres et j'ai demandé que les théâtres organisent des rencontres en passant plein d'informations dans les missions locales, auprès de leur public, etc. Enfin voilà, ils font ça les théâtres, ils ont l'habitude, les villes font ça. Et puis il y a 10 personnes qui sont là, elles ne savent même pas ce qu'elles viennent faire. Hein. Parce que c'est pas parce que le petit papa il indique ci ou ça, ils ne savent pas. Donc du coup, c'est les premières rencontres. Le premier jour, tu montes sur le plateau, tu dis ton nom. Et juste ça c'est un travail. Et quand on dit son nom, on dit d'où on vient. On dit d'où vient ce nom. Et la manière de le dire, et donc c'est une joute aussi, c'est voilà, qu'est-ce que c'est que ce nom? Pourquoi tu portes ce nom? Qui te l'a donné? Qu'est-ce qu'il veut dire? D'où il vient? Raconte-moi l'histoire du nom. Ah bah, ça, tout le monde a quelque chose à dire sur son nom. Tout le monde! Dans cette salle, tout le monde a quelque chose à dire sur son nom. Et puis ça, c'est déjà un débat hyper intéressant qui se déploie. Et puis, c'est juste une entrée en matière, en fait. Après, on pourra... S'il y a une histoire... Et d'ailleurs, dans Flamme, il y a une jeune femme qui vous raconte quelque chose qui est lié à son nom. Et ce nom, mais ce qui est très beau, c'est derrière l'histoire qui peut naître de ça, de cet entrefilé dans le monde, de cette compréhension, mais oui, mais ce nom-là, finalement, il était beau, et je le croyais qu'il était moche. Et figurez-vous que c'est pendant le travail, alors ça, je vais vous dire un truc qui est vrai, pendant le travail de Flamme, qu'elle a décidé d'arrêter de chercher la vérité, enfin, de lui dire de changer de nom. Elle a fait ce choix. Et parce que vraiment, ça a permis que des choses jaillissent et qu'elle s'interroge elle-même sur ce parcours-là et d'abandonner le désir de changer de nom. C'est formidable. Bien. Je suis désolé. Merci beaucoup. Excusez-moi encore. Merci beaucoup d'avoir si bien clôturé notre saison qui n'est pas terminée. Alors, je vous demande de retenir le mardi 5 juin. Au Théâtre Mouffetard, les étudiants de la licence professionnelle avec Marco organisent une journée sur théâtre à l'hôpital. Voilà, donc on vous préviendra de cette journée, des conditions de son déroulement, etc. Merci encore à vous de votre présence, de votre écoute tout au long de cette année.